Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun, nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons écouter une paroissienne protestante donc de Nantes, Sylvie Gobet. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et voilà, c'est vraiment la fête de vous recevoir Sylvie parce que vous êtes quelqu'un de très joyeux, de très dynamique. Voilà, pourtant on peut dire que vous êtes plus toute jeune. Mais mais toujours en forme. Voilà, toujours en forme et vous avez une jeunesse de cœur qui est vraiment extraordinaire. Et du coup, vous allez nous parler un petit peu de votre éducation en tant que jeune enfant puis jeune fille protestante. Voilà, et voir comment votre éducation finalement vous a permis de devenir qui vous êtes aujourd'hui, une personne qui est vraiment une bénédiction pour notre communauté protestante. Qui fait beaucoup de bien, qui est très active. Et quelles sont ces valeurs que vous avez reçues dans votre enfance, dans votre éducation protestante, par vos parents et qui vous ont permis d'arriver à ce jour? Alors, on va peut-être juste déjà placer le décor. Vous avez vécu à Nantes toujours ? Non, on vivait à la campagne, près de Beauvais. Mes parents avaient une exploitation agricole avec des moutons et des poulets. Et c'était une grande exploitation. Et sinon, on était de Paris. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez vécu à Paris et à Beauvais ? À Paris et à Beauvais, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, mon père était originaire des États-Unis. C'est-à-dire que mon grand-père est parti pour travailler à New York pendant 20 ans. Et est parti de Beauvais ? Non. Mon grand-père habitait Paris. D'accord. Mon grand-père habitait Paris, donc mes grands-parents, mon père avait 2 mois. Et ils ont déménagé à New York puisque mon grand-père a fondé la mission Cartier à New York. Donc ils ont vécu là-bas. Donc mon père était complètement bilingue. Ah oui. Voilà. Donc votre père est parti vivre là-bas. Aux États-Unis. Voilà. Et il est revenu après dans les années, je dirais dans les années 30, 20, 25, 30. Ah oui. Et puis de l'autre côté, c'est le côté protestant. Donc du côté de votre père, c'est plutôt américain comme éducation. Voilà, absolument. Et du côté de votre maman ? Du côté de maman, c'est protestant de Royan. Voilà, Royan, la région de Royan, donc et aussi Cévenol, puisque dans les ancêtres, dans les arrière grands-parents, ils étaient pêcheurs, voilà, marins. L'arrière-arrière-grand-père était patron de bateau, de pêche. Non, pas de pêche, mais d'un bateau. Il était capitaine au long cours. Ah oui, d'accord. Capitaine au long cours. Donc des marins. Voilà. Et tous protestants, bien sûr, c'est le côté protestant. Oui, puisqu'il y avait des protestants dans cette région du sud-ouest. Et ce grand-père, capitaine au long cours, est revenu vivre à Royan, il s'est marié, il a eu un fils et il a dit mon fils ne vivra pas cette dure vie de marin et il est devenu pasteur. Ah, voilà. Donc vous aviez un grand-père pasteur. Un grand-père pasteur, oui. Non, c'était pas mon grand-père, c'était mon arrière-grand-père. Ah, arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Et donc il était pasteur, il a été intronisé à Royan. Et il s'est marié avec une Cévenole, donc vraiment on était très protestants. Du côté de votre maman, en tout cas. Oui, c'est du côté de ma maman. Oui, c'est ça. Voilà. Et du côté de votre papa, l'américain ? Ils étaient catholiques. On ne peut pas dire qu'ils étaient pratiquants, mais ils étaient proches de leur paroisse. Entre autres, à Royan, ils n'allaient pas tous les dimanches à l'église, mais ils subvenaient au bien de l'église, disons. Ah oui, voilà. Ils se disaient quand même vraiment chrétiens. Oui, chrétiens, oui, absolument, absolument. D'accord. Donc, vous avez eu cette éducation protestante ? Oui.
par votre maman. Oui. Voilà. Et c'est vraiment ça le point peut-être qui nous intéresse, parce que à la fois vous parlez d'une éducation plutôt stricte, vous allez nous en détailler des choses, et en même temps, vous proposeriez bien qu'on mette comme titre à cette émission « Sourire ». Oui. Parce que votre maman vous a appris aussi la force Du sourire. Alors, racontez-nous ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis née avec une paupière un peu tombante. Donc, on disait à l'époque un œil plus petit que l'autre. Oui. Mais ça n'a jamais été un problème. Personne ne s'est jamais moqué de moi, ni même dans mon enfance, ni même à l'école. Il n'y avait pas tout ce qui se passait de nos jours où on a le harcèlement. Voilà. Ouais. Il n'y avait pas, je ne me rappelle pas de harcèlement. Même après la guerre où on vivait chez ma grand-mère à Paris et on était dans un quartier, on était dans le quartier du Faubourg Saint-Denis, Strasbourg, boulevard de Strasbourg. C'est là où il y avait tous les journaux parce que ce grand-père protestant était journaliste et les journaux étaient rue d'Anguin et étaient dans le quartier. Donc ils avaient un appartement qui était boulevard de Strasbourg et après la guerre, comme lui était décédé, mes parents ont vendu la propriété à Beauvais et sont venus habiter avec ma grand-mère. Voilà. D'accord. Et là, ils ont plutôt fait le métier de libraire. Ils ont fait le métier de libraire. Ils ont acheté une librairie à Saint-Denis parce que ma mère était originaire de Saint-Denis. Son grand-père avait été maire et député de Saint-Denis pendant de nombreuses années, socialiste. D'accord. Un homme... C'était des gens de... Comment on dirait ? Des gens de bien, des gens qui avaient le sens de ce qu'il fallait faire, et de ce qui était correct. Ce qui était... Oui. Voilà. C'était correct. Alors, pour en revenir au sourire, alors le sourire, vous aviez ce petit problème, à la paupière. Je savais que j'allais être opérée à l'âge de 11 ans. Voilà. Donc bon, mais quelque part quand même, quand on a un petit défaut comme ça reste quoi. Oui, ça empêche de. Donc on a une photo de vous là où vous êtes toute mignonne. Oui. Toute petite encore là. Hein. Oui. On essaiera de le mettre sur le site. Oui, j'avais 5 ans là. Voilà, avec votre maman. Oui. Voilà, vous avez un tout joli visage, mais on voit qu'il y a un œil qui est peut-être pas exactement comme l'autre. Exactement. Et donc vous avez appris à vivre avec. Alors oui, ma mère ça. me disait tout le temps souris. Voilà. Ça, je trouve ça formidable. Et avec ma sœur aussi, bien sûr. J'ai eu une sœur 5 ans plus tard, et à toutes les deux, il fallait bien se tenir, sourire, dire bonjour, enfin tout ce qui était... Oui, aller vers l'autre, etc. Mais il y avait toujours ce système de sourire. Et même j'ai des amis avec lesquels j'étais en classe, qui me disaient toujours, ta mère, elle te disait tout le temps, souris. Ah oui. Voilà, j'ai une amie qui m'a dit ça, et c'est peut-être ça qui a déclenché en moi l'importance de ce sourire. Parce que des années plus tard, lorsque j'ai passé un entretien d'embauche pour être hôtesse d'accueil, faut le dire, la personne qui m'interviewait a dit « Ah oui, mais elle a quelque chose ». Et l'autre personne, c'était deux, il y en avait un qui s'occupait de, si je parlais bien anglais et espagnol, et l'autre qui s'occupait peut-être plus de qui j'étais. Et l'autre personne a dit « Oui, mais elle est très souriante ». Ah. Et j'ai dit là « Merci maman ». Voilà. Ouais. Voilà. Et alors... Comme quoi, ça a été... et le sourire est revenu dans beaucoup de... quand on voulait me décrire ou quand on voulait pas me proposer, mais... me donner un job, ou etc. Oui. C'est toujours revenu. Oui. Comme vraiment un atout. Comme un atout, oui. En fait, ce sourire est devenu un atout. Oui, c'est ça. Oui. Et je dirais encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est agréable de vous voir parce que vous êtes très souriante. Oui, et je pense toujours que c'est ce que j'ai le meilleur à donner. Peut-être pas le meilleur, mais à tout le monde de donner un sourire. Mais oui, c'est ça. Et je pense que le sourire, il entraîne d'autres choses. Il entraîne peut-être une vision plus positive des choses. Quand on commence par sourire, peut-être déjà on est disposé autrement. Oui, je pense que le fait de sourire, ça entraîne l'autre à sourire. Et ça transforme l'état d'esprit de l'autre. C'est ça. Pour moi, je pense. C'est ça. Oui, oui.
Donc nous sommes dans les rendez-vous de l'Église protestante unie avec Sylvie Gobet qui nous raconte un petit peu ses souvenirs de son éducation et de ses valeurs dans cette éducation protestante et avec ses parents. Voilà, un papa plutôt éduqué américain, une maman complètement éduquée tout à fait protestante, cévenole. Enfin, oui. On dit cévenole, c'est-à-dire la pure vraie pure éducation protestante où on transige pas sur certaines valeurs. Mais pourtant, cette maman qui avait des valeurs assez strictes vous a déjà donné ce magnifique conseil. Souris tout le temps, en toute occasion, finalement. Oui, absolument. Oui. Et oui, ce qui est important, c'est que c'est le fait qu'il n'y avait pas de harcèlement à l'époque. Voilà. Oui. Alors aussi, ce qu'il faut savoir, ce qui est important aussi, je pense, c'est que dès toute petite, elle m'a transmis et élevé. Elle nous a transmis et élevés dans cette éducation protestante rigoureuse. Voilà. Et avec mon frère et ma sœur, elle nous envoyait au temple tous les dimanches matins. Voilà. Alors, dites-nous un petit peu de quoi s'était fait cette éducation. Alors, ce dimanche matin, les dimanches matins, on avait, 8 ans, 9 ans. Ouais. Mon frère, qui avait 50 plus que nous emmenait. Et à l'église, au temple. Oui, non, mais on disait l'église. L'église chez les luthériens. Chez les luthériens. Oui. On dit toujours l'église chez les luthériens. Voilà. Donc, on était d'origine calviniste, mais mes parents se sont mariés au temple luthérien à Paris, et on a été aussi, baptisés, puis après à l'école. À l'école du dimanche, et on y allait aussi le dimanche après-midi, parce que le fils du pasteur s'occupait du groupe des jeunes enfants. D'accord. Et il est devenu pasteur lui-même. Et donc le dimanche matin, vous alliez à l'école du dimanche. Ça s'appelait. Voilà, je me rappelle, toute petite, on faisait des dessins qu'on coloriait, comme ils font maintenant aussi. Oui, des dessins. Sur quoi? Un visage, une photo, pas un dessin de Jésus, et on coloriait. D'accord. Voilà. Je me rappelle de ça. Ben oui. Et vous chantiez des cantiques? On chantait. On chantait des cantiques, et aussi, ce qui était très important, c'était pour Noël. Pour Noël, il y avait un vrai sapin dans l'église. Ah oui. C'était une énorme église qui avait été c'était un ancien octroi qui avait été transformé en église protestante pour la duchesse de Mecklembourg, qui était la belle-fille du roi, au 19e siècle. D'accord. Et elle était allemande. On ne pouvait pas passer elle est protestante, et on ne pouvait pas passer le carrosse dans la rue des Archives, où était l'église luthérienne à Paris. Donc, en 1843, ils ont transformé cet ancien octroi, rue Chauchat, en église protestante. Et on pouvait être 300-400 personnes. C'était une énorme église. Alors, pour Noël, il y avait une grande fête. Il y avait un vrai sapin. À côté du sapin, il y avait tous les jeunes qui étaient là avec des seaux d'eau au cas où. Et puis nous, on devait réciter toute la partie sur la naissance de Jésus. Voilà. En ce temps-là, voilà. Un édit. Voilà. Et le pasteur on était devant, et le pasteur se mettait au fond pour savoir si on parlait assez fort pour être entendu jusqu'au fond du temple. Et donc vous l'avez fait, ça? Ah oui, on l'a faisait chaque année. Année. C'est intéressant, Sylvie, parce qu'en même temps, après, la parole en public, c'est devenu quelque chose d'important pour vous. Oui. Donc déjà, petite fille dans l'église. Vous appreniez à parler à voix suffisamment haute. Forte, pour que tout le monde vous entende. Et je dois dire, ce pasteur Lovy, ça a été notre éducation a été faite par nos parents, mais par lui aussi. Ah oui. Très important. Et lui, il avait que des fils. Et il y avait ce fils qui s'appelait Pierre, qui est devenu pasteur aussi, qui était un grand ami, et qui s'occupait de nous, quoi. Tous les petits, ils s'occupaient de nous, et c'était formidable. Ils s'occupaient de vous pendant l'école du dimanche Non, pas pendant l'école du dimanche, mais le dimanche après-midi. Voilà, le dimanche après-midi, vous restiez dans l'église. On revenait.
Vous reveniez? Oui, parce que après le mes repas parents, ils étaient libraires, donc ils travaillaient toute la semaine. Mhm. Mon père travaillait le dimanche matin, ma mère s'occupait de la maison. Ah oui. Et Ils n'allaient donc, pas au culte, vos parents, du coup? ils n'allaient pas au culte, mais ils étaient là dans tous les événements. Il y avait une kermesse avec un dîner après, il y avait des sorties, et ils étaient là, et ils faisaient en sorte que nous étions là, tout le temps. Ah oui, c'est ça. Et on a C'est ça. reçu Ils vous envoyaient. cette... Et après, il y avait le catéchisme, où on était... Oui, donc quand vous étiez plus grand. plus grande, il y avait le catéchisme, et si on n'était pas assez ou assidu, ou le pasteur nous faisait un mot sur notre cahier de catéchisme. Ah oui. Très, il Ça était rigolait extrême, ça rigolait pas. Mais quelque part, je me sentais faire partie d'un groupe, j'étais Oui, reconnue. oui, oui. Pour vous, ça a été important. Oui, toutes ça a ces été très relations. important. Oui. Mhm. Et je vois ce Pierre Lovy, qui après a été pasteur à Nice, on continuait à aller le voir quand on descendait. Ah oui. Et c'était un grand ami. Mhm, mhm. Voilà. Et donc, avec tous ces moments-là, vous avez appris à connaître la Bible Oui, et vous avez des versets de la Bible qui vous suivent. oui. que vous- Alors que vous aimez bien. Nous devions, quand on faisait notre catéchisme pour la préparation à la communion, Oui, enfin la la confirmation. confirmation des vœux du baptême et puis après Donc, qui première se communion. fait chez les protestants vers 15 ans, Oui, 14-15 ans. 14-15 ans. Et donc, on avait un cahier où on notait tout ce qu'on ne comprenait pas, et après le pasteur nous expliquait. Mhm, Et on était 6 ou 7 à faire à cette époque-là. mhm. Et après, donc, il nous expliquait. Et on avait aussi un carnet de catéchisme avec tous les livres de la Bible, etc. Et en première page, on devait faire un dessin et on devait mettre Un verset. un verset qui était notre verset. D'accord. Donc j'avais choisi « L'Éternel est ma lumière et ma délivrance Mhm. » et qui est le psaume 27, Psaume 27. célèbre psaume 27, ouais, voilà. ouais. Et curieusement aussi, dans ces psaumes qui deviennent importants dans nos vies, il y en a un autre que j'ai découvert plus récemment, il y a une dizaine d'années. C'est un jour où je partais en voyage, une de mes amies, je lui dis, je suis angoissée, je vais faire un grand voyage et tout, est-ce qu'on va être à l'heure? Oui. Et elle m'a envoyé ce verset, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, maintenant, à jamais, l'Éternel te gardera de tout mal. » Voilà, Tout mal. c'est le psaume 121. Mhm. Et curieusement, il y a vraiment des coïncidences amusantes, ce verset, c'est le verset qui était sur la Bible de mariage de mes parents. Ah oui, que Voilà. vous avez découvert ça après. Oui, j'ai découvert ça après. Oui, parce que c'est mon frère qui a la Bible de mariage de mes parents, et en allant chez oui. lui, Vous avez reconnu le verset. Ouais. Bah, c'est Vraiment, peut-être un coup du Saint-Esprit. Hein. oui. Le Saint-Esprit est très présent dans nos vies. Bah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Donc, merci Sylvie pour tous ces souvenirs. Donc, ça vous a permis de continuer à avancer dans votre vie, cette éducation. Oui, Et parce que ce qui est amusant, c'est que vous aviez un père américain oui. et vous vous êtes mariée avec un anglo-saxon. Ah oui, parce que mon père... alors d'un côté, j'avais cette mère qui était très stricte Oui. et qui finalement nous a donné la façon dont elle nous a aidés, nous a élevés, pardon, dont elle nous a élevés, nous ont donné tous les points importants pour réussir nos vies. Comment se tenir à table, comment discuter, comment... et après, dans ma vie, ça a été extrêmement important. Ah oui. Et parce que j'ai été dans la communication et c'était important de savoir se tenir dans la communication quand on recevait des patrons de Bien grands sûr. journaux et voilà, et savoir Bien sûr. discuter aussi. Mhm. Mon père, alors donc ma mère très stricte et par contre ma sœur très... Votre petite sœur. Ma petite sœur qui était très mignonne et de ce fait ma sœur était très coquette, très mignonne et donc avait une relation particulière et privilégiée avec ma mère et moi aussi j'avais
une relation privilégiée, mais quelque part, j'avais peur que si j'étais plus coquette, on allait plus me remarquer. Et j'avais pas envie d'être remarquée, toujours. Voilà. À cause de l'œil? Toujours à cause de l'œil. Oui. Pourtant, j'avais été opérée et ça se voyait pratiquement plus, mais quelque part, ça vous laisse... a marqué quand même. Oui, ça laisse des traces quand même, quelque part. Ah oui. Oui. Et donc, la relation avec votre maman n'était pas si facile? Pas si facile, parce qu'on n'était pas toujours d'accord sur... Voilà. Et avec mon père, par contre, c'était quelqu'un avec qui on discutait beaucoup. On discutait sur la foi, sur la généalogie, sur l'histoire de la famille de son côté, qui était une famille savoyarde, sur l'histoire aux États-Unis, tout ce qu'ils avaient fait. Et puis j'avais une relation privilégiée, je crois, avec lui. Voilà. Du coup, oui, il y avait à la fois l'éducation stricte qui vous a donné une bonne colonne vertébrale, et en même temps cette grande ouverture au monde qui venait de votre père. Oui. Et ce côté plus détendu, plus... Oui. Et ce qui était drôle en discutant comme ça, c'est que mes grands-parents du côté de mon père, et dont ceux qui avaient été élevés aux États-Unis, avaient aussi beaucoup de rigueur. Par exemple, quand ils sont arrivés aux États-Unis, mon père avait 2 mois et mon oncle est né après aux États-Unis, mais la famille parlait anglais. Et après, nous, quand on allait à Royans, chez mes grands-parents, on les entendait toujours parler anglais ensemble. C'était leur langue de communication. D'accord. C'était vraiment amusant. Alors, bien sûr que ce père qui était magnifique et beau comme une vedette de cinéma et gentil et tout, moi, je n'avais qu'une envie, c'était de me marier avec un Américain. Ah ben oui. Voilà. Bon. Et je suis allée beaucoup aux États-Unis, j'ai beaucoup aimé, on a toujours beaucoup d'amis américains, mais finalement, celui que j'ai rencontré, c'était un Anglais. Ah oui, c'est ça. Qui avait ce côté cool. Oui. Peut-être j'ai un peu tendance à trop m'en faire, et alors que lui, les choses sont importantes, mais elles sont pas elles sont pas à vous rendre malade. Pas à me rendre malade et pas... Voilà. Donc, il vous a appris à relativiser. À relativiser les choses, oui, beaucoup. Ça, c'est bien. Oui. Et donc, il nous reste encore 5 minutes. Ah bon? Oui. Pour continuer un petit peu votre chemin de vie, avec cette éducation très bien équilibrée, je trouve, quand même. Oui, très bien équilibrée, finalement. Qu'est-ce que ça a donné? Comment vous avez cheminé au niveau familial, vous nous avez dit, vous avez eu 3 enfants et vous avez 5 petits-enfants. Oui, j'ai finalement rencontré un Anglais. Voilà. Et je me suis dit, ok, c'est pas un Américain, mais... c'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal quand même. Je parlais anglais-espagnol. Mais oui. Donc, parce que j'avais été 1 an en Angleterre. Et l'espagnol a toujours été... j'ai toujours été proche. Et j'allais souvent à Barcelone. Et donc, l'espagnol. En plus, mon premier job, ça a été donc être pendant 3 ans hôtesse d'accueil et interprète pour les étrangers au Printemps de Paris. Au Grand Magasin. Au Grand Magasin du Printemps. Où j'ai beaucoup aimé parce que ça me rappelait mon enfance où j'étais chez mes parents et j'étais à la librairie et j'adorais conseiller les clients sur la lecture d'un livre, même à 12 ans. Oui, c'est ça. J'avais déjà vu un peu les livres qui étaient à vendre pour Noël et puis je conseillais les clients. C'est ça. À 12-13 ans, enfin. Vous aimiez déjà beaucoup le contact avec les personnes. Le contact, et visiblement, ça fonctionnait. Et donc, quand je suis rentrée d'Angleterre, je voulais partir aux États-Unis, mais donc il me fallait un petit peu de moyens. Oui. Donc, j'ai pris un job au printemps et j'y suis restée 15 ans. Ah oui. Voilà. Oui. J'ai commencé par être 3 ans attachée de presse. Non, pas attachée de presse, mais j'étais interprète pour les étrangers. Et puis au bout de 3 ans, je leur ai dit, je voudrais un peu évoluer. Et ils m'ont dit, attends, il va y avoir des changements. Et ils m'ont dit, voilà, on t'offre le poste d'attaché de presse. Attaché de presse. On était 3 attachés de presse, l'une pour la mode, l'autre pour tout ce qui était maison, et moi, tout ce qui était information générale. Ce qui se passait dans le magasin, même les informations sur la marche des affaires, les expositions, je recevais les journalistes, je recevais aussi les vedettes.
Ah oui. Oui. Et j'ai reçu Sophia Loren, Jean Marais, Ah oui. des gens, Jean d'Ormesson, enfin c'est ceux qui me... Serge Lamarck qui était extra. Et donc à chaque fois, vous opériez avec votre sourire. Oui, avec mon sourire et j'avais un patron extraordinaire qui s'appelait Alain de Saint-Sauveur et qui était... il y avait toute une équipe au printemps, que ce soit à la direction, mais aussi dans le magasin, il y avait une très bonne ambiance. Donc voilà. Et puis au bout de 15 ans, je me suis mariée. Voilà. J'ai eu 3 enfants. Oui. Et voilà, et j'ai 5 petits-enfants maintenant. Bon. Voilà, et on continue à être aussi à l'étranger, puisque j'ai un fils qui habite le Japon, qui est marié avec une japonaise. Et, voilà. Et est-ce que vous avez transmis ce conseil du sourire à vos enfants? Je crois. Ah oui. 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 Bon. Superbe, superbe. Alors aujourd'hui, juste Sylvie, pour terminer l'émission, vous êtes encore engagée. Vous avez monté un stage de communication orale? Oui, en fait, j'ai commencé à suivre à Paris un stage d'expression orale et de relations humaines. Et on a suivi ce stage tous les deux avec mon mari. Et parce que je me suis dit, c'est approfondir qui je suis. Mais oui. Et donc, on a eu un professeur, un maître, qui s'appelait Marc Chauve. Et lorsqu'on suis venu à Nantes, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour continuer? Il m'a dit, il faut que tu réunisses 25 à 30 personnes. Et je viendrai faire le stage. Et on a fait ça pendant 10 ans. Ah, voilà. Voilà. Donc avec votre mari? Ah non. Avec une équipe. Avec une équipe et avec ce Marc Chauve qui est venu. D'accord. Donc que connaissent beaucoup de Nantais ont fait ce stage avec grand plaisir parce que ça nous a ouvert l'esprit de communication avec les autres. Et aussi d'avoir à la fois les expressions, la façon de s'exprimer. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, c'est quand même un outil très utile. Voilà. Merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de dire que vous êtes aussi membre du conseil presbytéral, mais... avec grand plaisir. Signaler au passage. Voilà. Et vraiment un membre actif dans la paroisse, avec tous ces dons qui sont les vôtres. Merci beaucoup, Sylvie. Voilà. Et puis, au plaisir. Au grand plaisir. De pouvoir toujours à nouveau vous entendre, vous rencontrer. Merci. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Thank you.